Eh bien, c'est parti. Merci encore à toutes et tous d'être présents aujourd'hui en cette rentrée où on est bien conscient que tout le monde a un agenda bien rempli. Donc, ce webinaire aujourd'hui est dédié aux modèles socio-économiques. Euh, pour commencer, je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Donc, on a Emmanuelle de Pétigny, qui est fondatrice et dirigeante du cabinet Alterne, qui vous fait signe en vidéo. Et on a Élodie Bourdin, coordinatrice de l'association Rien qu'un chromosome en plus. Merci encore à toutes les deux pour votre temps. Et donc, au programme de ce webinaire, c'est de parler du modèle socio-économique, de quoi on parle, parce qu'on connaît souvent le modèle économique, mais celui-ci parle moins. Comment, voilà, avec quels outils on met les choses en place, comment on anticipe. Et Élodie viendra nous partager son expérience et on laissera un quart d'heure pour les échanges. Juste en introduction, je vais vous parler 2 minutes, pas plus, de la Fondation territoriale pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Euh, et vous partager les outils auxquels vous avez accès gratuitement avec le Prime 44 qui est le centre de ressources. La Fondation territoriale, elle a vu le jour il y a un an, c'était en juillet, et elle faisait suite à 18 mois de préfiguration avec une trentaine d'acteurs du territoire, des collectivités, des entreprises, des associations, des syndicats, qui ont souhaité réfléchir ensemble à un projet de territoire pour réduire les inégalités, qu'elles soient sociales, sociétales ou environnementales. L'idée était de travailler davantage ensemble, davantage entre acteurs qui n'ont pas l'habitude de le faire, pour avoir un impact plus fort sur le territoire. Et donc, les missions que l'on s'est données, c'est de participer à la réduction des inégalités sur le territoire en relocalisant en circuit court, c'est un terme que j'aime bien utiliser, le mécénat. Donc, faciliter le mécénat entre entreprises locales et associations locales, parce que ça fait beaucoup sens. Mais ça passe par aussi faciliter le mécénat pour les associations et le rendre accessible aux entreprises et en soutenant également les associations avec du mécénat de compétences financiers et en nature. Et donc, on se positionne vraiment en tant que tiers de confiance et facilitateur pour créer plus d'interconnexion entre les associations et les entreprises du territoire. Et en fait, on est la première fondation territoriale de France aujourd'hui qui répond à sa définition propre, qui est d'agir sur son territoire dans sa globalité. Donc, il y a vraiment un enjeu d'approche systémique entre les inégalités sociales, sociétales et environnementales, et qui est vraiment issu d'une coopération entre acteurs et qui n'est pas porté plus par un autre acteur qu'un autre. Et donc, on a 3 outils principaux. Le point ressources et info du mécénat, le Prime 44, le soutien avec des appels à projets. Là, je vous en dis juste un mot, c'est que le prochain, il va être lancé en février. Voilà, on est en train de caler un peu les dates. Et l'espace de coopération et d'interconnaissance où on mène des expérimentations sur le mécénat de compétences, par exemple. Mais pareil, je ne vous en parle pas en détail, je vous fais juste un tout petit focus sur le centre de ressources, qui sont du coup une multitude d'outils gratuits pour les associations et les entreprises. Donc sur la droite, la partie association qui concerne plus, on a les webinaires comme aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à aller sur notre page YouTube pour retrouver les anciens qui ont été sur le modèle économique, la mesure d'impact, les fondamentaux juridiques. Et dans les prochains mois, nous en aurons un sur la gouvernance et sur les fondamentaux de la communication. On propose aussi un accompagnement individuel avec la permanence téléphonique, où certains d'entre vous en ont déjà profité. C'est 45 minutes au téléphone ou en visio. Et c'est vraiment un temps dédié pour répondre à toutes vos questions sur votre stratégie de mécénat et sur quels acteurs avec lesquels on pourrait vous mettre en relation et puis parler un peu plus des outils qui pourraient vous être utiles. On a un programme de mentorat qui va être lancé en janvier où ce sont des experts du mécénat qui travaillent déjà sur le territoire dans des grosses structures et dont c'est le métier à temps plein et qui donnent du temps, 1 heure et demie par mois pendant 3 mois, pour accompagner des plus petites structures, pour faciliter la mise en place de la stratégie. Parce qu'on peut réaliser sa stratégie, mais se mettre en action, c'est pas toujours évident. Et donc ça aide beaucoup. On a un petit référentiel des mécènes qui est en train de se développer. Donc là, quand on échange dans la permanence téléphonique, on peut dérouler ce listing et du coup vous mettre en relation avec des mécènes que vous connaîtriez peut-être pas. Et dans l'accompagnement collectif que l'on propose, on a les formations au mécénat. Donc on en a un niveau 1 d'initiation de sensibilisation qui dure 2 heures, qui est présenté par Emmanuelle de Pétigny justement, qui a lieu tous les 3 mois. Donc là, c'était la semaine dernière, la dernière session. Donc dans 3 mois, il y en a une autre. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet dans l'onglet Prime 44. Et il y a une niveau 2 qui dure 4 heures, où là, on va plutôt dans la stratégie, on rentre beaucoup plus en détail, les outils
et la mise en place. Et c'est moi qui dispense cette formation. Et pour finir, on propose des ateliers de co-développement, dont certains ici auront aussi pu profiter, qui durent 2 heures. C'est un one-shot où vous arrivez avec une problématique autour de votre stratégie de mécénat, mais ça peut être plus global, pour essayer de prendre de la hauteur et d'avoir des idées, des pistes de d'autres acteurs, d'autres idées, d'autres solutions à explorer grâce à l'intelligence collective et avec 5 à 6 participants qui sont des entreprises, des consultants, d'autres associations, pour apporter justement toute une richesse différente de ce que vous pouvez avoir en interne historiquement. Voilà, et puis on est en train de créer aussi un peu de documentation. Il y aura prochainement des outils pratiques, des modèles de convention, de mécénat financier, de mécénat de compétences, voilà, des choses comme ça, et ça va petit à petit être beaucoup plus complet. Voilà pour vous parler un petit peu plus de la Fondation territoriale, et maintenant je laisse la place à Emmanuel. Merci encore Emmanuel. Merci Fanny. J'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, bonjour à toutes et toutes. Merci beaucoup d'être présents ce matin. Moi, je vais vous parler donc du modèle socio-économique. Juste pour me présenter rapidement, ça fait 14 ans que j'accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire, donc beaucoup d'associations, sur les Pays de la Loire et un petit peu plus loin, sur tout ce qui est justement projet stratégique, modèle économique, organisation, communication. Et puis, depuis le 1er juin, j'ai une deuxième casquette, plus importante même. Je suis la déléguée générale du fonds de dotation Après-demain, qui travaille sur la lutte contre l'isolement social. Voilà. Donc, je vais essayer d'être rapide. Donc, je fais confiance à Fanny pour me faire des grands coucous. Dépêche-toi. J'ai un quart d'heure. Donc, on va essayer de faire ça en un quart d'heure. Fanny me confirmait tout à l'heure que vous alliez recevoir la présentation et que de toute façon, il y a un replay. Donc, vous pourrez regarder ça en détail. Donc, il y a peut-être certaines diapos sur lesquelles je vais passer assez rapidement. De quoi on parle quand on parle modèle socio-économique? C'est important de faire la différence par rapport au modèle économique, où on va vraiment être sur l'économie. Quand on parle modèle socio-économique, c'est vraiment la mise en relation entre vos ressources et le choix que vous allez faire de les affecter à certaines de vos activités. Donc, ce qui va être important aussi, c'est de regarder les activités. Donc, Fanny, je veux bien que tu passes la diapo d'après. Alors, ce qui est important, là, ce petit tableau, il est intéressant. Je ne vais pas vous le détailler, mais c'est vraiment pour vous montrer la différence entre l'analyse du modèle socio-économique et l'analyse financière. Quand on est dans l'analyse financière, c'est le pilotage de l'association. On est dans l'opérationnel, on va piloter l'asso avec son compte de résultat, son bilan, son plan de trésorerie, etc. Par contre, la colonne de gauche, c'est vraiment l'analyse du modèle socio-économique. Et là, on va vraiment mettre en lien les ressources qu'on a avec votre projet associatif. Et vous allez voir que quand on travaille la méthode du modèle socio-économique, on est vraiment sur le lien perpétuel avec le projet stratégique et votre ambition stratégique. Donc, c'est important d'avoir vraiment ça en tête. De quoi on parle? On a 3 ressources possibles. Quand on travaille sur le modèle socio-économique, alors bien sûr, on va parler sous, on va parler finance, on ne va pas se leurrer. Mais le modèle socio-économique, ce n'est pas que ça. Vos ressources, ce n'est pas que ça. Vos ressources, c'est aussi vos richesses humaines. Vous avez des bénévoles, vous avez des salariés, vous avez des volontaires, vous avez des services civiques. Donc, c'est important aussi de regarder de ce côté-là et comment vous pouvez travailler. Ça, ce sont de vraies richesses. Et puis, une troisième ressource à laquelle on pense moins, mais que vous faites au quotidien, j'en suis sûre, c'est tout ce qui est alliance. Les alliances avec d'autres partenaires, avec des partenaires publics, des partenaires privés, avec d'autres associations. Donc, tout ce qui est alliance de positionnement, de production ou de moyens. Donc, on en reparlera. Un petit schéma qui vous montre bien, sur la diapo d'après, un petit schéma qui vous montre bien l'articulation entre le modèle économique et le projet associatif. En gros, si vous regardez les 2 cadres du bas, vous avez le projet politique et le projet associatif. Voilà, il va avoir un impact sur le modèle économique puisqu'il va déterminer les conditions de mise en œuvre de ce projet associatif. Et le modèle économique, il va avoir des impacts sur votre projet associatif. Donc, c'est un perpétuel en lien avec, bien sûr, la gouvernance qui va définir les fondements du projet associatif et la direction qui va définir plutôt la partie opérationnelle. C'est un lien perpétuel entre les deux. Et c'est un peu la différence entre le modèle économique pur et le modèle socio-économique, c'est qu'il faut vraiment que vous vous posiez sur votre projet stratégique pour avancer. Alors, quand on parle modèle socio-économique, on a 3 grandes logiques.
Euh, Une première logique de modèle socio-économique associatif, c'est quand les membres de l'association vont assurer la plus grande partie des besoins de l'association. C'est-à-dire que les cotisations, on va le voir tout à l'heure, l'association est financièrement autonome. Alors, je suis bien d'accord que je suis quasi sûre que la majorité d'entre vous n'êtes pas dans ce cas-là. C'est assez rare. Ensuite, on a une deuxième logique qui est une logique où il y a des revenus d'activité qui assurent une viabilité économique de l'association. Il y a des ventes de prestations, soit en tant qu'opérateur de politique publique ou alors en tant que vente pour vous-même, etc. Et puis, il y a une troisième logique qui est le fait qu'il y ait un tiers financeur, qui peut être un tiers public ou un tiers privé. Tiers privé, on est dans le mécénat, on est voilà, ce dont a parlé Fanny tout à l'heure. Bien sûr, il y a des associations, et je pense pareil que la majorité d'entre vous, vous êtes sur un espèce de mix de tout ça. Donc, comment on catégorise les différents modèles de modèles socio-économiques? On en distingue à peu près 7. Alors, vous voyez, vous avez en haut du tableau les logiques de financement. Donc, vous avez la contribution des membres, les revenus d'activité et puis le financement par tiers. Et donc, vous voyez que la première logique qu'on avait tout à l'heure, qui était une logique de financièrement autonome, etc., c'est le modèle M1 qui est tout à gauche sur votre écran, l'autonomie des membres, où il y a à la fois des cotisations et de l'engagement des membres. Après, quand on a les revenus d'activité, vous avez un modèle M2 qui est sur la prestation, la vente de produits ou de services ou de droits d'utilisation que vous pouvez avoir dans certaines de vos activités, ou bien un modèle M3 où vous êtes opérateur de politique publique, soit par appel d'offres, appel à projet de collectivité, soit par carrément des délégations de services publics si on veut aller jusqu'au bout. Et puis la majorité du tableau, c'est la solvabilisation par un tiers. Donc soit des financements publics, subventions publiques, soit des abondements avec des cofinancements, fonds sociaux, fonds européens, institutions internationales. Et puis vous avez des financements privés, mobilisation privée soit par du don, du mécénat et du bénévolat de compétences. C'est important de bien regarder la dernière ligne, qui est l'élément valorisable. Qui peut être vraiment soit du bénévolat de compétences, du mécénat de compétences ou l'engagement des membres, vos bénévoles, qui vont contribuer aussi, il ne faut pas l'oublier. Et puis, vous avez un modèle mutualisé où les fondateurs vont co-investir ensemble sur le projet. Sur la diapo d'après, que vous pourrez regarder un peu plus en détail, je vous ai mis des exemples par modèle socio-économique pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi on parle. Par exemple, si on parle de contribution des membres, par exemple le modèle M1 qui était vraiment le modèle autonome, souvent les associations de quartier, les voisins, etc. fonctionnent entre eux. Il n'y a pas besoin d'un modèle économique très important, donc la cotisation suffit. A contrario, quand vous avez un modèle plutôt majoritairement par des pouvoirs publics, des subventions, vous avez tout ce qui est éducation populaire, vous avez le défenseur des droits, par exemple, typiquement le défenseur des droits, c'est typiquement financé que par des financements publics. Voilà, mais je vous laisserai regarder ça en détail. On a ce qu'il faut croiser, c'est ce que je viens de vous dire, et puis aussi sur les fonctions clés du secteur associatif. Et c'est là où je reboucle avec votre projet associatif. Dans votre projet associatif, vous allez avoir différents degrés. Vous allez avoir potentiellement une fonction d'engagement ou de mobilisation citoyenne. Ce sont des associations qui vont potentiellement être sur du plaidoyer, qui vont potentiellement être sur du militantisme pur et dur pour faire avancer des causes. Vous avez aussi des associations qui ont une capacité d'innovation. Ils vont travailler sur expérimenter, trouver des solutions concrètes. Et puis, vous avez des associations qui vont être dans l'action, qui vont être opératrices de solutions et qui vont, elles, être sur des domaines où, mine de rien, les institutions publiques n'interviennent pas, les entreprises n'interviennent pas. Donc, on va croiser à la fois ces fonctions clés et puis les différents modèles associatifs, et ça vous donne le schéma qui est sur la diapo d'après. Donc, vous voyez qu'en haut, vous avez les trois fonctions que j'ai citées auparavant: capacité d'engagement, mobilisation citoyenne, capacité d'innovation, capacité d'action. Vous avez les différentes missions, le plaidoyer, l'expérimentation, les apports de services, la mise à disposition d'expertise, l'accompagnement des fragilités, avec des bénévoles ou des salariés, notamment pour la capacité d'action. Et vous voyez que le modèle économique, il va se poser sous chacune des fonctions. Et vous voyez que l'autonomie des membres, c'est une petite partie de la partie capacité d'engagement, mobilisation, mais que vous pouvez aussi avoir cette fonction-là financée par un tiers public ou un tiers privé. Que le revenu d'activité, il est souvent sur la capacité d'action,
parce que, mine de rien, on a des expertises et on va vraiment financer et faire éventuellement payer les bénéficiaires dans une moindre mesure, bien sûr. Et vous voyez un petit peu comment tout ça s'articule. Quand je travaille avec les associations, à un moment donné, quand on fait l'état des lieux, je demande aux associations de se positionner sur ce schéma-là. Et c'est intéressant de pouvoir vous positionner ou de positionner vos différents domaines d'activité stratégique. C'est ça dont on va parler maintenant. Alors, un petit point sur la méthodologie. Moi, j'utilise la méthodologie du RAMO, qui est un laboratoire d'innovation sociale qui travaille énormément sur ces données-là, qui a des choses très intéressantes. Je vous invite vraiment à aller voir. Alors, je sais que la Fondation territoriale est en lien avec le RAMO. Hein. Moi, je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'ils font. Il y a beaucoup de choses. Alors, c'est foisonnant, mais c'est ultra pertinent. Donc, cette méthodologie, la première étape, c'est de dire « Ah, il y a quelqu'un qui n'entend plus rien. Je ne sais pas si c'est bon. OK. Cette méthodologie, elle est sur 3 étapes. La première étape, c'est vraiment de faire son bilan. La deuxième étape va être vraiment ce que je disais au tout départ, de corréler ce bilan et vos domaines d'activité stratégique avec l'ambition que vous vous fixez, mais pour votre projet associatif. Et puis la troisième étape, elle est de décider, compte tenu de tout ça, d'une stratégie, d'une trajectoire sur ce que vous voulez faire. Donc, vous allez voir sur les diapos suivantes, je vais vous donner quelques clés, puis des tableaux qui vont vous aider, franchement, je vous invite à faire ça, qui vont vous aider à définir ça. Donc, la première étape, c'est de faire un bilan et de cartographier toutes vos activités. Les domaines d'activité stratégique, les DAS. Donc là, vous avez un tableau où vous vous dites, dans mes activités, j'ai une première activité stratégique qui est celle-ci. Mon objectif, c'est ça. Quelles sont les actions que je mène ? Est-ce que je peux établir un pourcentage de mon activité? Est-ce que ça représente 30%, 40%, 80% de mon activité? Comment je les réalise? Est-ce que je les réalise avec des bénévoles, avec des salariés? Quelles sont mes cibles et mes bénéficiaires directs? Donc, essayez d'être le plus précis sur chacun de ces domaines d'activité. C'est important parce qu'après, derrière, sur le tableau d'après, on va vraiment travailler pour chacun de ces domaines d'activité stratégique sur la partie structure de coûts et de ressources. Donc, on reprend nos domaines d'activité stratégique qui sont dans la première colonne. Et puis, alors, c'est la partie la plus compliquée, mais c'est la partie la plus importante. De se dire, on prend chacun des domaines et on se dit, c'est quoi mes charges? Et là, je vous invite vraiment à y mettre aussi des salaires. Vous savez très bien, quand vous avez des salariés, que vos salariés, on dit oui, c'est le fonctionnement. Oui, sauf que le fonctionnement, il peut être à 30% sur le domaine d'activité stratégique A, sur 50% sur le domaine stratégique B, puis le reste sur du fonctionnement pur. Mais il faut vraiment les mettre dans vos charges. Donc, on regarde les charges, on regarde les produits. Alors, les produits, ça peut être des subventions, ça peut être des revenus d'activité, ça peut être du mécénat que vous avez fléché sur ce domaine d'activité stratégique. Ensuite, se dire combien de TP salariés ou combien de bénévoles travaillent là-dessus pour essayer d'établir un petit peu la proportion. Alors, c'est très amusant parce que parfois, vous vous rendez compte, en faisant ça, notamment sur cette colonne-là, que vous vous dites, là, la majorité de mes bénévoles, ils sont là-dessus, sauf que ce n'est pas du tout là-dessus que je flèche habituellement dans mes dossiers, par exemple. Et donc, ça peut faire prendre conscience du travail de vos bénévoles et de l'implication de vos bénévoles sur certains domaines ou pas. De vous dire, est-ce qu'on est à l'équilibre sur cette partie-là? Donc, c'est intéressant de travailler, alors d'abord les 3 premières colonnes ensemble, et ensuite de regarder votre équilibre économique sur les domaines d'activité et de vous dire, mon domaine A, par exemple, il est excédentaire. Mon domaine B, il est à peu près à l'équilibre. Mon domaine C, il est totalement déficitaire, mais est-ce que l'excédent de A comble le C, par exemple? De regarder quelle est la logique de financement dominante et la ressource principale, et de définir un modèle économique type. Donc, vous savez, les M1, M2, M3, etc. Et peut-être, à ce moment-là, de regarder vos modèles économiques dans le tableau, vous savez, dans le graphique où il y avait les fonctions et puis les modèles économiques à la fin. Là, ces 2 tableaux-là vous permettent vraiment de faire un bilan assez complet de comment vous vous situez sur votre partie plutôt financière. Sur la diapo d'après, on passe à l'étape 2. Alors, le préalable à l'étape 2, c'est vraiment d'avoir travaillé ce que j'appelle l'ambition stratégique à 3-5 ans. C'est de vous dire, alors, si possible avec votre CA, avec vos équipes, de quoi on a envie pour notre association dans les 3-5 ans. Vous ne pouvez pas compléter ce tableau-là si vous n'avez pas fait ça.
Alors, je vais pas évoquer ça, mais il y a des accompagnements qui sont faits pour ça. Mais il faut vraiment avoir fait ça avant. Et donc, une fois que vous avez fait ça, alors je ne sais pas moi, oui, on souhaite multiplier nos nombres de bénéficiaires, on souhaite développer une activité complémentaire, on souhaite aller chercher des financements, eh bien, vous allez reprendre, vous voyez dans votre colonne de gauche, vous allez reprendre vos différents domaines d'activité. Et puis, la colonne d'après, c'est selon mon ambition stratégique globale, par rapport à mon domaine d'activité, ça va être quoi mes objectifs d'activité à 3 ans? Donc, je ne sais pas si votre domaine d'activité A, c'est l'accueil de jeunes pour des projets de quartier. Dans les 3 ans, c'est quoi mes objectifs? Est-ce que je veux accompagner 50% de jeunes de plus? Et puis qualitatif aussi. Est-ce que je veux développer des projets supplémentaires sur tel ou tel domaine? Ensuite, la colonne suivante, c'est de vous dire, alors à la louche, parce que vous n'allez pas pouvoir faire un détail d'évolution possible, mais c'est à la louche de dire, ça va impliquer quoi en termes de coûts et de ressources. On veut accueillir plus de jeunes, typiquement, il faut peut-être un animateur supplémentaire, donc un salaire supplémentaire. Et en termes de ressources, je sais que je vais peut-être pouvoir aller chercher soit des subventions parce qu'on va être sur un nouveau quartier, soit du mécénat supplémentaire. Et donc, la dernière colonne, c'est qu'est-ce que ça implique sur mon modèle économique? Ça veut dire que potentiellement, on peut basculer sur des subventions plus, ou est-ce que ça veut dire qu'il va falloir, on ne pourra pas aller chercher des subventions supplémentaires, mais qu'il va falloir qu'on travaille plus sur un modèle de tiers financeur. Donc, je vous invite vraiment à être le plus précis possible dans ce tableau-là, et ça va vous montrer un petit peu les choses que vous allez faire bouger. Voilà. Alors, étape 2, on continue. Je vous rappelle juste ce que je disais tout à l'heure. Je vous rappelle, les finances, les richesses humaines, les alliances. Donc la première étape, bien sûr, on va aller par les sous. Donc on va aller regarder les finances. Et là, pour ça, moi j'aime bien, il y a un outil qu'utilise le Rameau qui s'appelle l'arbre des leviers. Alors c'est très joli, ça fait comme un arbre. Donc c'est la diapo d'après, Fanny, si tu veux bien. Alors, vous voyez, c'est très joli, ça fait un joli organigramme. Donc, d'un côté, sur les leviers financiers, il y a les revenus. Donc, vous pensez tous à augmenter vos revenus, mais il ne faut pas oublier de baisser les coûts. Alors, vous allez me dire souvent, les associations, on est déjà au max du max du max de l'optimisation de nos coûts, mais bon, il peut y avoir peut-être des choses intéressantes. Sur la partie revenus, il faut tout traiter. Vous avez les cotisations, les financements publics, les revenus d'activité et les fonds privés que je vous ai détaillés un petit peu plus. Le Rameau le détaille en finances solidaires, partenariat entreprise, fondation, grand donateur, legs et générosité du public. Je dis bien, il faut traiter tous les revenus parce que parfois, on oublie de regarder aussi des choses comme les cotisations. J'ai des exemples d'associations qui avaient des cotisations très basses, très très bien, c'est bien, pour pouvoir permettre à tous de pouvoir cotiser. Sauf qu'en regard de cette cotisation, elles proposaient des formations d'une journée, par exemple. Et donc là, ça devenait complètement aberrant de proposer une cotisation à 10 € et d'avoir une journée de formation complète avec un animateur, etc. Donc vraiment, posez-vous la question de vos cotisations. Sur les subventions publiques, c'est vraiment de se dire, on essaie de regarder tous les financements publics possibles. État, région, département, collectivité, organismes institutionnels. Je pense au CAF, je pense au CPAM parfois, je pense à l'ARS parfois pour certains domaines du médico-social. Et puis les revenus d'activité, je ne sais pas, vous pouvez dispenser des formations, vous pouvez proposer des accompagnements, regardez un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Et puis bien sûr, les fonds privés, le mécénat d'entreprise, les fondations. Est-ce que vous avez fait tout le tour de tout ce qui est possible de faire? Les grands donateurs aussi. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est vraiment d'étudier ça en détail sur la partie revenus. Et puis sur la partie coûts, de vous dire, est-ce qu'on peut optimiser encore les coûts? Alors, est-ce qu'il y a des coûts qu'on peut mutualiser avec d'autres associations, des locaux, du matériel? Est-ce qu'il y a des coûts qu'on peut éviter? Faire prendre en charge, par exemple, les locaux par soit une collectivité, soit une entreprise qui met à disposition des locaux, etc. Et donc après, une fois qu'on a regardé tout ça, c'est la diapo d'après. Alors évidemment, je passe très vite parce qu'après, il faudrait parler en détail de chaque type de financement. Il reste qui va être important. Ouais, j'avance. C'est prioriser les leviers. Ce petit tableau-là, il est vraiment intéressant. Vous reprenez chaque financement et vous vous dites, est-ce que c'est légitime pour moi de le mettre en œuvre? Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? C'est quoi mon potentiel court terme?
C'est-à-dire, par exemple, je pense au financement de fondation, le potentiel court terme, il n'est peut-être pas facile. Par contre, à moyen terme, vous pouvez avoir des choses. Et puis, par rapport à tout ça, quel est mon niveau de priorité sur ce que je dois faire? Pareil, vraiment, n'oubliez pas de remplir ce document-là avec votre conseil d'administration et vos équipes pour se dire qu'est-ce qu'on va prioriser dans nos financements. Ensuite, on va passer aux alliances. Alors, dans les alliances, quand on parle d'alliances, c'est les alliances avec d'autres associations, des pairs, des entreprises, potentiellement par du mécénat, mais pas que, des pouvoirs publics avec qui vous pouvez mener à bien des projets en commun, et puis des universités ou des établissements de recherche, par exemple. Ça peut être intéressant. Il y a plusieurs types d'alliances. Vous avez les alliances de positionnement qui sont souvent des alliances d'influence et de lobbying. Et c'est là que vous allez mutualiser des démarches faites pour faire du lobbying, des démarches faites pour faire avancer une cause. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'alliance de production, c'est-à-dire comment on peut développer ensemble des activités existantes. Donc, on va essayer de fertiliser, ce que j'appelle fertiliser, c'est-à-dire aller faire ailleurs des choses que vous faites déjà. Et ce que je trouve intéressant, c'est pas de le faire seul, parce que parfois, ça peut être des coûts importants et le faire seul, ça peut être des coûts trop importants pour vous, mais le faire à plusieurs, c'est pas mal. Et puis, une alliance de moyens, c'est-à-dire se dire, est-ce qu'on peut faire de la coopération, voire de la fusion? On sait tous qu'on a des projets associatifs qui sont différents, mais des fois, travailler ensemble et fusionner sur certaines choses, ça peut être intéressant. Et puis, la dernière étape sur cette étape 2, ce sont l'organisation. Et donc, l'organisation, là, ce qui va être important, c'est vraiment de regarder quelles sont les compétences que vous pouvez mobiliser. Alors, il faut vraiment n'oublier personne. Les salariés, bien sûr. Quelles sont les compétences que vous avez? Quelles sont les compétences que vous recherchez? Quelle est l'organisation que vous avez? Quelle est l'organisation que vous envisagez? Idem pour les bénévoles. Quels sont les rôles dont vous avez besoin? Quel recrutement vous pouvez faire? Quel pilotage vous leur laissez aussi? Qu'est-ce que vous utilisez aussi comme service civique? Posez-vous cette question-là. C'est quoi les besoins? Posez vraiment la question des besoins à chaque fois au regard de vos activités. Il ne s'agit pas de chercher un service civique pour avoir un service civique. On se dit toujours, on aurait besoin, c'est pas très cher, ça va le faire. Non, posez-vous la question de vos besoins par rapport à vos activités, c'est important. Les stagiaires également. Et puis, les stagiaires et services civiques, je fais juste un petit point sur le fait de se dire, attention, ce sont des compétences qu'on a de façon très ponctuelle, donc il faut vraiment réfléchir au fait que ça peut être un temps à passer à former, et ce temps de formation, il est après sur 6 mois, sur 8 mois, mais après, il faudra recommencer. Donc, il faut vraiment viser les besoins. Et n'oubliez pas le mécénat de compétences, Fanny pourrait en parler. Ouais. Je voulais juste savoir, la gouvernance, le conseil d'administration, tu les mets dans les bénévoles ici? Ouais, je les mets dans les bénévoles. Quand je parle de pilotage, c'est ça. C'est quelle gouvernance? Parce qu'on peut avoir des bénévoles qui sont très impliqués, mais avoir des soucis de gouvernance parce qu'on a du mal à trouver des personnes qui vont piloter l'association au sens stratégique. Et donc oui, le mécénat de compétences, Annie, tu pourrais nous en parler beaucoup mieux, mais n'oubliez pas que si vous faites des partenariats avec des entreprises, mine de rien, il peut y avoir des compétences aussi à travailler avec elles. Voilà, une fois Et si je peux juste étape, d'ailleurs dire un mot ouais, là-dessus, si je reviens sur ton tableau là, dans la ouais. réduction des coûts, des fois, pensez auprès de vos prestataires à leur parler du mécénat de compétences ou en nature, parce que peut-être juste ils ne connaissent pas, et ça peut être un moyen pour vous de réduire les coûts. Oui, typiquement, un petit exemple, vous avez besoin d'un camion pour faire des trajets, eh ben, vous allez auprès d'un loueur, peut-être qu'il y a une partie de cette location qui peut être faite en don en nature pour cette entreprise-là. Donc, quand vous recherchez à aller chercher des financements, posez-vous toujours la question à quoi va me servir ce financement? Et parfois, c'est peut-être intéressant d'aller regarder sur nature ou compétences plutôt que d'aller chercher le financement pur. Et donc, la dernière étape, une fois qu'on a posé tout ça, c'est-à-dire une fois qu'on a étudié notre modèle économique, qu'on a regardé comment il allait évoluer avec notre ambition, qu'on a regardé les différents leviers, qu'on a regardé notre organisation, c'est se dire ensemble, c'est quoi les différents scénarios qu'on a en face de nous, c'est quoi la priorité qu'on va se donner, et ensuite d'établir un plan d'action par rapport à ces différentes priorités. Il ne s'agit pas de tout faire de front, vous l'avez vu dans le tableau sur les différentes sources de financement, c'est de se dire peut-être qu'on va d'abord traiter la partie subvention pour aller faire le tour de toutes les subventions, et auquel cas on va mobiliser des bénévoles qui savent faire ce genre de choses, on va mobiliser un salarié. Ou alors c'est le mécénat, et auquel cas on va mobiliser notre gouvernance pour nous aider et nous accompagner sur la recherche du mécénat d'entreprise. Donc, l'idée de tout ça, c'est de prioriser à fond, parce qu'on sait tous que vous avez la tête dans le guidon et que vous n'allez pas pouvoir tout mener de front. Donc, prioriser et mettre en place votre plan d'action.
Ouf, voilà, j'ai fini, Fanny. J'espère que je suis dans les temps. Bravo, Emmanuel. Merci. Et puis, merci à tous de votre écoute, toutes et tous de votre écoute. Ça a été intense, mais très intéressant. Je le mettrai moi-même en application parce que je ne l'ai pas encore fait. Juste avant de passer aux questions, je propose à Élodie que tu puisses nous partager ton retour d'expérience justement. Pourquoi, comment ça s'est passé, comment tu as appliqué ce modèle, ce que ça t'a apporté et que tu puisses nous partager concrètement comment s'approprier aussi ces outils parce que des fois, c'est des outils où on se dit c'est peut-être plus accessible pour les grosses structures et de se dire que non, peut-être justement pas. Et voilà, comment faciliter l'application de tout ça à nos participants. Merci Elodie encore. Avec plaisir. Alors nous, avant tout, on est donc une petite association locale qui s'est montée en 2015 qui a pour but d'accompagner les familles qui ont un enfant, jeune ou adulte, avec une trisomie 21 sur le département du 44. On a ouvert en 2015 et en 2019, on s'est posé la question, 2018, on s'est posé la question de passer au salariat, sauf que aucun de nous dans le conseil d'administration, dans nos bénévoles ou dans l'entourage proche du conseil d'administration avait eu l'expérience aujourd'hui du salariat. Donc on s'est fait accompagner par Passerelle des compétences qui a pu aujourd'hui nous faire rencontrer des gens qui avaient déjà eu cette expérience-là ou des juristes, l'URSSAF, les mutuelles, etc. Et on est passé au salariat en 2019 sans avoir trop de fonds, mais en croyant très fort que ça allait arriver parce qu'on allait bouger un peu nos énergies. Donc voilà, l'association s'est lancée dans le salariat en 2019 et en 2020, on a voulu, en fin 2019, début 2020, lancer nos demandes de subventions publiques. Tout ce qui était mécénat, mécénat dans les compétences, mécénat au niveau des entreprises, au niveau des dons particuliers, etc., ça, on savait faire. Et ce qu'on ne savait pas faire, c'était croire vraiment dans nos compétences à pouvoir monter un dossier de subvention via un CERFA, en y mettant tout ce qu'on avait dans notre tête, en fait. Tout ce qu'on avait dans la tête qu'on n'avait pas réussi à mettre sur le papier aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça qui était pour nous la grande marche à monter et qu'on n'arrivait pas à monter tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de France Active et qu'on a pu rencontrer Emmanuel et puis travailler sur 8 à 10 rendez-vous sur un temps très intense de 3 mois. Mais qui a été en même temps assez... Au début, on s'est dit, non, mais ça va pas, on va jamais y réussir. Sur 3 mois, 8 rendez-vous, voilà. Et en fait, ça a été chouette parce que ça a été très concentré. Et ça a permis vraiment qu'on soit accompagné, qu'on soit aussi redirigé. Parce que on avait des idées un peu dans tous les sens. Il a fallu les canaliser, il a fallu les poser, il a fallu réfléchir aussi entre chaque rendez-vous. On avait ce qu'on appelait un peu des devoirs d'Emmanuel pour pouvoir avancer et ça nous a vraiment guidés, accompagnés et surtout ça nous a amené une méthodologie qu'on n'avait pas du tout et qui nous a permis 3 mois après de pouvoir faire nos dossiers de subvention, de les envoyer, de recevoir une subvention et cette année et l'année dernière de les refaire tout seul avec cette base qu'on avait travaillée, avec cette méthodologie, avec des objectifs en fait qui sont toujours à peu près les mêmes parce que nos 4 objectifs d'accompagnement des familles sont les mêmes. Donc, ça nous a vraiment permis de pouvoir avancer plus sereinement et d'aller jusqu'au bout de notre objectif. Voilà, c'est ce qui était le plus... voilà, c'était vraiment de la méthode, c'était de la construire. On ne nous a pas apporté des tableaux tout faits et puis essayer de les mettre en place. Et puis voilà, on a vraiment été accompagnés pour pouvoir bien aujourd'hui mieux connaître les choses de l'association au sens, je dirais, parfois stratégique, parfois en mettant d'autres mots que les nôtres. Cette prise de recul aussi, elle a été assez importante pour bien prendre en compte l'évolution de l'association. Voilà. Merci beaucoup, Élodie. Est-ce que nous avons des premières questions? C'est toujours la première qui est la plus compliquée. N'hésitez pas. Oui, Aurélie.
Oui, moi j'ai une question. Du coup, si on utilise cet outil qu'Emmanuel nous a présenté, est-ce qu'il y a quelqu'un ou un organisme qui pourrait nous aider du coup à relire ou à animer du coup cette méthode du rameau pour vérifier qu'on l'a bien utilisé? Parce que c'est ça aussi parfois le problème avec les outils, c'est quand il est présenté rapidement, en fait, on peut ne pas bien comprendre comment les utiliser. Merci. Alors, moi, je vous conseillerais de vous tourner vers un DLA. Après, j'ai pas du tout. Donc, le DLA, c'est un dispositif local d'accompagnement qui est proposé aux associations qui sont employeuses, qui ont au moins un salarié, et qui permet d'être accompagné sur ces thématiques-là. La chose, c'est que votre dossier, donc il y a un diagnostic qui est fait par France Active, c'est porté pour la Loire-Atlantique par France Active. France Active fait un diagnostic et ensuite établit un cahier des charges que vous validez et qui est ensuite envoyé à plusieurs consultants, mais vous n'avez pas de certitude que tous ces consultants travaillent avec cette méthode-là. Mais vous pouvez très bien préparer les éléments et le jour où vous travaillez avec le ou la consultante, dire bah voilà, on a déjà travaillé ça, est-ce que ça peut être une base de travail? C'est aussi ça, c'est-à-dire vous le travaillez en amont du DLA et ensuite vous le présentez. Et je pense que ça peut être un très bon outil utilisé par le consultant, une super base. Et puis il vous dira, bah, là, est-ce que vous avez pensé à ça? Il va pouvoir utiliser ça pour vous accompagner. Mais vraiment, je vous conseillerais de passer par là. Donc le dispositif local d'accompagnement, en général, c'est gratuit pour les associations et c'est souvent, et c'est ce dont a bénéficié Elodie et puis rien qu'un chromosome en plus, c'est souvent 3-4 jours de consultant. Donc c'est déjà un pas important pour travailler. Merci. Et Élodie, du coup, c'est au bout de combien de temps de création de l'association que tu as recruté un salarié? On a ouvert l'association en 2015 et on a réfléchi aux salariés en 2018. Moi, j'étais présidente parce que j'avais fondé l'association et c'est moi qui ai passé salarié. Et on est passé, pendant un an, on a vraiment beaucoup réfléchi. On a fait 3 CA où tous les votes n'étaient pas à l'unanimité. En fait, ce qui a arrêté un petit peu les membres de CA, c'est d'avoir choisi une association où ils ne portaient pas la responsabilité d'un salarié et que là, ça changeait et que c'était vraiment les questionnements de bien fixer ça. En disant, moi, je suis venue à l'association pour monter des barnums, faire la fête, accompagner des familles, mais je ne suis pas venue pour avoir la responsabilité d'un salarié où on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si ce sera pérenne. Donc, c'est ça qui a été un peu difficile. Et grâce à l'accompagnement, puis après, a aussi rassuré par des plans de stratégie de subventions publiques possibles, et ben, ça a vraiment rassuré. Et au 1er avril 2019, on n'a plus salarié. Pascal? Oui, merci. Elle parlait de pérennité de l'association et ma question est un peu sur le long terme. Dans une formation antérieure, j'ai entendu quelqu'un dire le modèle des associations loi de 1901, un modèle qui va disparaître d'ici 10 ans au profit de modèles de type SIC. Alors, la question elle est un peu à côté du sujet de la formation de ce matin, mais en même temps, est-ce que quelqu'un peut me donner quelques informations là-dessus et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence justement sur le modèle socio-économique? Je suis représentant d'une association, c'est la Fraternité, donc on travaille dans le domaine caritatif. On a 4 bénévoles et une petite centaine, 4 salariés et une petite centaine de bénévoles. Alors, je ne sais pas, peut-être que Fanny, tu pourras compléter parce que moi, je ne suis pas une spécialiste des SIC. Je sais ce dont on parle. Donc, une SIC, alors, j'ai plus l'acronyme, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, elle fait partie du domaine de l'économie sociale et solidaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, au départ de la création d'une SIC, un certain nombre de collèges. Et donc là, vous pouvez avoir des collèges de collectivités publiques, des collèges de particuliers bénévoles, par exemple, ou des collèges de partenaires. Voilà. Alors, sur le fonctionnement, je ne vais pas être hyper douée parce que je n'ai pas forcément les éléments, mais là où j'apporte juste un petit bémol, c'est que c'est un modèle assez
lourd en termes de gouvernance, parce que vous avez un certain nombre de partenaires et qu'il faut concilier avec tout le monde. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'une SIC ne peut pas recevoir du mécénat. Donc ça, c'est vraiment important. Fut un temps où c'était tellement flou que ça passait, ça ne passe plus. Il y a eu quelques éléments juridiques, alors j'ai plus les dates des textes, mais qui font que c'est plus possible. Donc c'est aussi vous fermez à ce type de financement, donc c'est important de le savoir. Moi, je dirais pas, pour rebondir, voilà, c'est tout ce que je peux apporter parce que j'ai pas la connaissance très très précise de la SIC. Moi, je dirais pas que le modèle économique des associations va s'arrêter. Le modèle associatif, c'est une façon d'entreprendre, hein, le modèle associatif, il faut vraiment être clair. C'est assez simple et assez facile à mettre en place. Là où la question qu'on peut se poser, c'est l'apport des subventions, par exemple, où clairement, les collectivités, il va y avoir des révisions faites, mais je ne dirais pas que ça va s'éteindre. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Fanny, mais... Oui, non, je suis exactement du même avis que toi. Moi, je n'ai pas ces échos-là, en tout cas, comme vous, Pascal, de la disparition programmée même à 10 ans de ce statut-là. Et comme Emmanuel, je suis pas non plus, c'est pas mon domaine du tout les cycles, donc je n'aurais rien à apporter plus là-dessus. On est vraiment sur le mécénat. J'aurais tendance à vous dire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous tourner vers la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, la CRES, qui peut vraiment soit vous apporter des premiers éléments sur les SIC, soit vous aiguiller vers les personnes qui vont vous aider et vous aider à réfléchir. Mais moi, j'en ai accompagné des SIC et je peux vous dire que c'est pas simple sur l'accompagnement et que parfois on dit on va monter une SIC parce que ça va permettre de mettre tout le monde autour de la table, sauf que derrière, la gouvernance, le modèle économique, c'est aussi compliqué. Donc, prenez bien tous vos renseignements avant de passer en SIC. Merci beaucoup pour ces compléments. Est-ce que nous avons d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Et vous pouvez même poser des questions particulières propres à votre association, hein. Il y en aura toujours d'autres qui seront concernés. Si je peux reprendre la parole. Oui, Pascal. Oui, une question, alors c'est peut-être pour Fanny Lepoivre. Tout à l'heure, on a parlé de remplir des CERFA, de demandes de subventions. Je pense, est-ce que ça fait partie d'un programme dans les ateliers de développement? Moi, je suis preneur, moi ou pour la directrice de la fraternité, que j'excuse d'ailleurs, elle devait se joindre à nous ce matin, mais elle n'a plus. Je suis preneur d'une formation de 2 heures sur comment bien remplir un CERFA de subventions. Même si on a une expérience, voilà, on est intéressé à en savoir plus. Si je ne me trompe pas, je pense que le cadran propose ces formations-là. Et vous êtes ville de Nantes, Nantes Métropole? Vous trouverez des formations proposées. Si je peux prendre la parole, remplir un CERFA en soi, c'est pas compliqué, sauf la partie budgétaire. Le reste, c'est facile. Quand on a des choses à dire, c'est facile. La partie budgétaire, c'est autre chose. Et nous, il nous a fallu quand même plusieurs années pour commencer à mieux comprendre comment faire une présentation financière. Mais maintenant, ça va, on sait faire. Si je peux me permettre de compléter sur ce que dit Bernadette, je crois que c'est votre prénom. Alors oui, effectivement, quand on a des choses à dire, c'est pas trop compliqué de remplir les parties objectifs et tout ça. Quoique, je ne sais pas si Élodie se souvient la façon dont on avait travaillé pour remplir les parties objectifs. Il faut vraiment peser les mots. Et alors effectivement, on a plein de choses à dire, mais il faut les organiser. Et cette partie-là, elle n'est pas forcément simple si vous voulez avoir un impact. Donc je suis d'accord avec vous, Bernadette, il y a toute la partie financière et budgétaire qu'il faut bien moduler pour faire, montrer un petit peu tout ce que vous avez et puis montrer votre
votre appui, enfin votre socle financier et budgétaire, mais c'est bien aussi de bien travailler ces parties, j'allais dire, de mise en mots de vos objectifs, de votre stratégie, parce que c'est ça aussi qui va donner envie. Donc, ne négligez pas ces parties-là, même si vous vous dites j'ai tous les éléments, je sais ce que je vais dire, etc. Organisez-les pour que ça soit suffisamment clair dans la lecture. Parce que c'est quand même des documents qui sont pas très agréables à lire. Donc, si vous pouvez mettre quelque chose qui soit agréable à lire dans cette partie-là et qui s'enchaîne bien, je trouve que c'est important de ne pas le négliger. Et puis, je rajouterais juste que même si, alors les mots, nous, on a bien vu, hein, on avait plein d'idées, mais on n'avait pas forcément les bons mots. Et puis, le regard était d'avoir la tête dans le guidon. Et travailler avec Emmanuel, ça a vraiment été de retrouver des mots, de remettre des priorités aussi sur les choses. Et là, on l'a vu en faisant une deuxième année, une deuxième fois tout seul, nos dossiers de subvention comme des grands. Le fait d'aller aussi rencontrer vraiment d'avoir un rendez-vous avec les gens du conseil départemental et de la mairie de Nantes pour nous, de leur demander aussi, leur dire est-ce que dans ce que je vous présente moi aujourd'hui, c'est ce que vous avez aussi découvert dans le dossier de subvention et en fonction dont vous pouvez être, alors nous c'est la partie plutôt sociale, parentalité et accompagnement du handicap, mais à un moment donné, on était tellement sur 3 champs qu'ils ne savaient pas tellement où nous mettre. Et là, ils ont pu stratégiquement nous dire, on voudrait plutôt mettre dans vos premiers points, entendre ça, ça et ça. Donc, on a pu remodifier avec une base qui était constructible, vraiment modifier notre façon de pouvoir dire les choses et pour pouvoir être plus affilié vers un des services ou un autre service. Et puis, être plus stratégique sur certains mots, parce qu'il y a aussi parfois la CAF avec le RAP ou autres qui peuvent nous accompagner. Et de mettre certains mots ou d'autres mots, et ben de leur demander, on peut passer plus de temps par les mots que sur les chiffres, quoi. Merci Elodie. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça peut être des questions aussi sur la méthode, hein, parce qu'Emmanuel a été relativement vite, même si c'était très exhaustif. Donc, pareil, si vous avez des questions sur le déroulé de la présentation, n'hésitez pas. Oui, Aurélie? Du coup, là, les 3 étapes qu'on a vues de la stratégie Rameau, ça s'est fait en 8 rendez-vous avec l'association Rien qu'un chromosome. Et chaque rendez-vous était en combien de temps? Ou alors c'était juste une petite partie de ces 8 rendez-vous? Faut prévoir combien de temps? 4 heures. 4 heures pour chaque étape? Ouais, à chaque fois 4 heures, mais alors 4 heures de boulot. 4 fois 8, 8 fois 4 heures. 8 fois 4 heures, on avait fait en visio. Vous êtes large, Elodie. Je pense que c'était 3 heures, 3 heures et demie. Je pense pas 4. Je n'ai pas souvenir de 4. Si, 4, vraiment. Bon, on bossait bien. Mais alors après, ça n'a pas été les 8 sur ça uniquement. C'est-à-dire qu'on était quand même l'état des lieux, etc. Parce qu'on a quand même aussi passé du temps sur les dossiers de subvention. Je me souviens, on a écrit, puis réécrit, puis repeaufiné. On a échangé entre nous des mails. Donc, je pense que c'était l'état des lieux. Alors, c'est vrai qu'il y avait des étapes où l'association, Elodie, puis c'est Aurélie, la présidente, travaillait entre 2 sessions. Mais clairement, il y a des éléments de travail, de cartographie des activités qui peuvent se faire entre 2 sessions. Mais je pense qu'on a dû bosser en 2-3 sessions sur le bilan et puis la partie stratégique. Et puis après, il a fallu bosser sur les dossiers de subvention, sur comment on regarde si on n'a pas des mécènes complémentaires à avoir ou des fondations. Voilà. Mais je pense que l'état des lieux et puis la déclinaison sur la partie ambition stratégique, ça se fait en 2-3 sessions. Mais 2-3 sessions intenses avec du boulot entre deux. Ouais. Ok, merci. Est-ce que du coup c'est assez concret pour tout le monde, cette méthodologie sur le modèle socio-économique? Et est-ce que c'est clair pour vous ce que c'est, ce que ça peut vous apporter? N'hésitez pas à me dire si je comprends rien du tout. C'est tout à fait intéressant. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot maintenant, mais je suis consciente de la volume du travail, mais en même temps de l'intérêt du travail.
Donc, nous, on va s'y mettre, c'est sûr, mais c'est une présentation vraiment intéressante. Merci Bernadette pour ton retour. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Une dernière question? N'hésitez pas. Ça a l'air d'être très très clair. Jusqu'à présent, on nous avait beaucoup parlé d'analyse économique, de modèle économique, et le fait de parler de modèle socio-économique et de prendre en compte le travail effectif de nos bénévoles, de nos partenaires, ça c'est extrêmement important parce que c'est une des richesses de ce que nous faisons. Et ça, mais il faut arriver effectivement à le mettre en musique. Mais je suis très contente de cette présentation. Merci. Et pour compléter ce que vous dites, Bernadette, notamment, je pense au budget. C'est petit aparté, mais là, dans la comptabilité et le budget, vraiment, n'oubliez pas de valoriser le bénévolat de compétences, le mécénat de compétences en fin de budget. C'est important parce que c'est aussi important que, par exemple, vos partenaires publics se rendent compte que tout ce que vous faites, et en général c'est énorme, ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts et que derrière il y a des bénévoles. Moi j'ai des associations qui avaient déjà ces outils-là et qui m'ont montré un tableau de valorisation du bénévolat et quand ils chiffraient ça simplement au SMIC, ils arrivaient à 50 000 €. Voilà. Donc, il faut que les collectivités se rendent compte que s'il n'y a pas de bénévoles et si elles n'aident pas un minimum avec, par des subventions, même des petites, eh bien, il y a des fois, vous ne pouvez rien faire. Donc, et que les bénévoles sont importants et que parfois, c'est pas facile d'en trouver. Donc, n'oubliez pas dans votre budget de valoriser votre bénévolat. Nous, ça a été vraiment, vraiment pris en compte là, il y a deux choses qui ont été prises en compte au niveau des subventions publiques. C'est la valorisation du bénévolat qu'on n'avait jamais valorisé et puis aussi la valorisation des salles qu'on peut nous prêter. Tout ça, ou les salles qu'on peut obtenir par rapport à des partenaires. Et puis le deuxième point, c'est aussi pouvoir compter justement ces heures de bénévolat et les chiffrer. Ça a vraiment permis à une vraie compréhension de ce qu'on a pu faire avant de demander notre subvention. Vraie compréhension de comment l'association s'est lancée et ce qu'on y fait aujourd'hui. Merci Elodie. Christelle, est-ce que vous voulez réessayer? Nous, on va essayer. Christelle, est-ce que vous voulez essayer de rebrancher votre micro? Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, oui. Ça fait à peu de près loin, de loin. Ça fait à peu près 15 minutes que j'attends. Non, mais comme je disais, je suis très contente de votre intervention. Je trouve que c'est clair, c'est concis, c'est pertinent, comme je le disais. Moi, j'avais le modèle Canva et je trouve que le vôtre est bien plus complet. Donc voilà, merci, quoi. Et donc, la question que je voulais vous poser, est-ce qu'on peut l'utiliser du coup, tel quel? Ah bah oui. Ouais, C'est pour ça aussi que je vous ai mis des tableaux qui étaient vierges, parce que ça vous permet de compléter. Mais vous refaites ça à votre sauce dans un document à vous. Mais allez-y, foncez. Et le modèle Canva, il est intéressant aussi. Moi, j'aime bien utiliser un qui a été travaillé spécifiquement pour l'ESS, qui est le Social Business Canvas, où on ajoute au canvas habituel la partie valeur et partenaires, mais partenaires au sens des valeurs que vous portez du modèle associatif. Parce que le business canvas, il oublie cette partie-là de valeur et je trouve que c'est bien d'y apporter quand même ces éléments-là. D'accord, merci. Vous pouvez répéter, parce que je ne sais pas comment le noter, ça s'écrit comment?
Le social, alors social à l'anglaise, hein, donc social, business canvas. Et le fait qu'il y ait social, c'est cette partie-là qui amène aussi les valeurs et qui pose la question de l'utilité sociale, ce qui ne se pose pas dans un business canvas habituel, hein, puisqu'on est sur une partie économique. Mais la partie utilité sociale est vraiment mise en avant dans le social business canvas. D'accord. Ouais, bah, du coup, moi, j'avais fait une partie à part, j'ai déjà un peu commencé. Mais là, il faut que je revoie ma copie. Hein. J'ai une question pour madame, je ne sais plus, madame qui est de l'association Chromosome en plus. Oui. Est-ce que vous accompagnez des personnes ou est-ce qu'on peut vous rencontrer pour des conseils à un moment donné? Pour des personnes avec une trisomie 21, oui. D'accord, ok. Ah oui, c'est notre rôle. On accompagne les familles, les frères et sœurs qui ont dans leur entourage une personne trisomique de 0 à 77 ans, 80 ans. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Moi, j'ai fini. Merci. Et bien sur ces belles paroles de fin, je vais vous laisser aller en pause déjeuner, passer un bon week-end et je vous remercie encore à tous et toutes pour votre temps et je vous souhaite bon courage pour la mise en place de ce modèle socio-économique. Merci à vous. Bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.